combien de fois dans les familles ou dans notre entourage on entend, tu sais, tu devrais te mettre un peu à la sophro, ça te ferait du bien. Ouais. On a souvent non mais c'est vrai, on entend souvent ce genre de réflexion. On va faire des séances de sophro, tu sais, Ça va détendre. Ça va te détendre. Mais c'est vrai, mais en fait pas du tout. Ouais, il y a une phase de détente, mais ça peut faire bouger beaucoup plus que ça en fait. Et souvent, les personnes qui abandonnent la sophrologie, c'est parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur et qu'elles ne sont pas prêtes à aller regarder ça. En fait, c'est plus facile d'être assis sur le canapé à ne rien faire. Bienvenue, nouvelle rencontre, nouvelle invitée sur les canapés. Odile Rabier est là. Bonjour Odile. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là, d'avoir fait le déplacement et de venir raconter un peu votre parcours de vie, l'expertise et l'hypnothérapeute sophrologue que vous êtes aujourd'hui. Mais étonnamment, dans le titre, c'est pas ce que vous mettez en avant tout de suite. Vous parlez de relation d'aide. Oui. Pourquoi ne pas avoir orienté directement sur ces deux angles, cette approche d'hypno et de sophro? Parce que pour moi, ce sont des outils d'accompagnement avant tout et pas tant une étiquette que je mets. Enfin, mon métier, c'est la relation d'aide plutôt, donc c'est-à-dire permettre aux personnes d'entretenir une meilleure relation avec elles-mêmes. C'est peut-être le mal du... je ne sais pas si c'est le mal du siècle, mais enfin, c'est peut-être ça. De l'humanité, en tout cas, que les gens ont en règle générale, que nous avons tous en règle générale. Peut-être se réconcilier avec soi-même. Ça peut être la quête d'une vie aussi. Ça peut être la quête d'une vie, très clairement. Ouais. Est-ce que vous êtes dans ce cheminement-là personnel, de réconciliation avec moi-même, j'ai beaucoup progressé là-dessus. Ouais. Je pense qu'il y a toujours du travail à faire. Je ne suis pas certaine qu'on ait terminé un jour de cheminer personnellement. Je saurai ça à la fin de ma vie et encore peut-être pas. Mais dernièrement, j'ai quand même plutôt bien avancé et c'est assez chouette. Que reste-t-il de l'enseignante que vous étiez ? Elle est toujours là. Enseigner, transmettre, ça fait partie de moi. C'est la même chose en fait. Hein. Voilà. Quelque part, vous continuez à transmettre. Oui, je continue à transmettre autrement. Après, je suis formatrice aussi. J'interviens dans un centre de formation en sophrologie et les projets qui arrivent là sont de créer certaines formations pour permettre aux personnes en quête d'elles-mêmes de mieux se trouver. Bon, vous avez été donc enseignante pendant 18 ans. Vous avez démissionné il n'y a pas très très longtemps. Hein. Eh bien, à quelques jours près, presque 5 ans, presque jour pour 5 ans. jour. On est en plein Covid, quoi. En plein Covid. C'est ça. Ouais. Le Covid a fait partie des stimulateurs qui vous ont permis de changer de voie. Pas du tout. Ça s'est fait avant, en fait. Ouais. Pour moi, le cheminement a commencé en 2018, donc bien avant le Covid. Enfin, le cheminement, non, même pas. Je dirais le cheminement, il a commencé début des années 2010. Mais un accident de la vie m'a permis de mettre le pied à l'étrier et d'oser aller vers autre chose. Est-ce que c'est pas ça aussi, peut-être le point fondamental de toute personne qui aurait besoin d'une relation d'aide, c'est le manque d'initiative, le fait de ne pas vouloir oser, le fait de ne pas réussir à sortir de sa zone de confort, comme on entend ça à longueur de journée? Oui, je pense qu'il y a souvent ce paramètre-là. C'est vrai que dans les personnes que j'accompagne, il y a énormément de peur. J'avais énormément de peur. Ça, c'est une évidence. Et puis, le contexte d'arrêt maladie a fait que j'avais l'opportunité, en fait, d'entamer une démarche, même si je n'étais pas forcément soutenue à l'époque. Donc, j'y suis allée. De toute façon, j'avais du temps. Donc, let's go. Il fallait oser, effectivement. Alors, quand on revient, bien sûr, on va parler de votre pratique, votre approche, et cette relation d'aide où vous avez parlé de ces deux outils, l'hypnose et la sophro, qui ne sont que des outils. Ça veut donc dire que vous avez sans doute un panel dans votre champ d'action qui est plus large que ça. Alors, pour parler technique, formation à proprement dire, donc je suis formée en hypnose ericksonienne, en sophrologie, en PNL, en EFT. J'ai commencé une formation en décodage biologique aussi. Et donc, ce sont mes principaux outils.
Et on va dire que le dénominateur commun de tout ça, il y a quand même une grosse part de PNL qui est là. Et puis la sophrologie qui permet de travailler autrement, en fait, d'aller vers davantage de conscience. C'est ce que j'aime dans cet outil. Qui est très doux. Oui. C'est d'ailleurs, son avantage est presque un inconvénient. L'avantage, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne se sentent pas nécessairement bousculés dans ce travail d'accompagnement et d'introspection, et peut-être un désavantage aussi, dans le sens où on se dit c'est pas suffisamment fort pour que ça puisse avoir une action sur moi. On peut penser ça de la sophrologie. On peut penser ça, et pourtant c'est quand même super puissant. Ça permet des transformations pour qui va pratiquer aussi en dehors des séances, parce que c'est ça aussi l'intérêt de la sophrologie, c'est qu'il y a le travail qui se fait en séance avec le sophrologue qui a préparé la séance pour son client. Mais la personne repart aussi avec des exercices à faire, une pratique à faire de façon quotidienne. Et il y a une énorme différence entre les personnes qui font les exercices recommandés et ceux qui ne les font pas. Et la transformation, on la voit. Moi, j'ai déjà vu des résultats extraordinaires. J'ai une cliente particulièrement qui est arrivée en disant notamment qu'elle avait l'impression de ne pas être plus qu'un meuble à la maison. Ce qui est déjà violent. Ce qui est hyper violent, vraiment très très violent. Donc pas de considération dans son couple, dans sa famille, dans... Maman solo, peu considérée par l'entourage, en fait, des difficultés de vie très, très fortes. On avait déjà travaillé ensemble avant, plus en hypno, PNL, coaching conversationnel. Et quand elle est revenue la deuxième fois, je lui ai proposé un accompagnement en sophrologie, parce que ça me semblait beaucoup plus pertinent pour elle et qu'elle avait besoin de cette douceur. Et 3 mois plus tard, c'est pas du tout la même femme qui est ressortie du cabinet, en fait. Elle avait la conscience d'elle-même, elle avait la conscience de sa valeur, elle marchait la tête haute. Donc la confiance. La confiance, ouais. Et l'estime de soi. C'est ça. Ces séances, alors, il y a beaucoup de gens qui nous disent, et de thérapeutes notamment, qui disent que l'objectif numéro 1, c'est de rendre les gens indépendants. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans un cursus de « je suis dépendant du thérapeute et dès que j'ai un petit problème, hop, je vais m'engouffrer directement dans son cabinet ». Qu'est-ce que la sophrologie permet dans cette indépendance de celui qui vient vous consulter ? Moi, je vais choisir un autre mot. Ok. Je vais dire que ça permet l'autonomie. Rendre la personne autonome. Et en fait, la sophrologie, par sa pratique, la façon dont elle est conçue et par ses exercices en fait à faire justement en autonomie, indépendamment du sophrologue, permet ça aussi. Parce que quand la personne fait ses exercices de pratique, eh bien, elle est toute seule avec ses consignes et elle se prend en main. Ça veut dire que quand elle revient au cabinet, si elle n'a pas fait, vous le voyez tout de suite ? Tout de suite, pas forcément, mais en tout cas, on en discute et ceux qui le font vraiment voient une transformation plus profonde, plus rapide, D'ailleurs, ils parlent des exercices, ils les mettent en application dans le quotidien et ça change beaucoup de choses. Comment vous pourriez décrire une séance de sophrologie pour ceux qui n'en ont jamais fait ? Alors, déjà, la sophrologie, c'est une technique qui va venir mélanger des exercices dynamiques, des exercices de visualisation et des techniques de respiration. Et l'association de tout ça permet de travailler à un niveau psychocorporel, c'est-à-dire en lien avec ce qui se passe dans le corps. On mobilise d'abord le corps, on part d'abord à l'écoute du corps pour ensuite s'occuper du psychisme. Et souvent, dans les autres formes d'accompagnement, c'est l'inverse qui se passe. On travaille avec le psychisme et puis on a tendance à oublier un petit peu ce qui se passe dans le corps. Là, on ramène la personne à sa corporalité. Et c'est ça aussi qui fait sa puissance. Donc, une séance, comme toutes les séances d'accompagnement, va débuter par un entretien. Donc, soit un entretien préliminaire, soit un entretien de suivi pour savoir où la personne en est. Et puis, on va commencer par une phase plutôt de détente musculaire qu'on appelle la sophronisation. Ensuite, il va y avoir le cœur de séance, un mélange d'exercices dynamiques choisis en fonction de l'intention de séance du jour.
Donc, exercices dynamiques, corporels, et des exercices statiques qui vont être davantage de visualisation. Donc dynamique en mouvement? Oui. Ok, donc il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Okay. Ça se pratique debout ou assis. Okay. On active des postures et le corps est en mouvement. Et les mouvements sont choisis spécifiquement en fonction de l'intention qu'on va travailler. Et on vient activer la conscience de zones corporelles. Vous voyez, c'est bien que vous le disiez, que vous décriviez la séance, parce que moi, je suis resté sur une sorte de canapé de psy, où vous avez à côté de vous quelqu'un qui est assis sur une chaise, qui vous parle et qui effectivement a cet accompagnement très doux. Mais j'ai cette image-là. Donc c'est pas ça la sophrologie. C'est pas ça. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Déjà, le sophrologue pratique avec son client. Ah, vous faites les mêmes choses. Les mêmes choses. Et quand j'anime une séance de sophrologie, c'est nous. Okay. Et j'anime la séance avec le client et je pratique avec le client. La seule différence, c'est que certes, de temps en temps, j'ai les yeux fermés, mais j'ouvre les yeux régulièrement pour vérifier que tout va bien. Que tout va bien. Mais oui, le sophrologue pratique avec son client. Okay. Et ça, c'est une règle de base? C'est une règle de base. Ok. Vous voyez, ça, c'est en tout cas, dans la sophrologie que j'ai apprise. Oui, non, mais c'est ça. Mais voilà, on pourrait se demander, parce qu'on voit parfois des cabinets de sophro, s'il y a effectivement une approche corporelle, je vois pas très bien dans l'espace du cabinet de sophro. J'en vois des photos d'un cabinet de sophro. Je me dis, mais comment on peut effectivement avoir une approche corporelle? Et moi, quand on me dit, j'ai fait des séances de sophro allongées sur un tapis, c'était chouette. Sauf que ça, c'est pas de la sophrologie, en fait. C'est de la relaxation. Donc, phase d'échange. Deuxième phase, une relaxation. Oui, une détente corporelle qui peut se faire debout, en plus. Qui peut aussi se faire debout. Ouais. On peut se détendre en restant debout. Et ouais. Ça aussi, c'est encore... Moi, j'adore commencer mes séances de sophrologie debout parce que, justement, ça apprend à la personne qu'on peut se détendre debout. Et plein d'autres choses. Ça vient mobiliser plein d'autres choses à l'intérieur, au niveau du corps, au niveau de l'équilibre, au niveau de plein de choses, en fait. Ok. Ça, c'est la deuxième phase. Donc, première phase, détente, assis ou debout. Okay. Le cœur de séance se passe, donc ça va être des exercices dynamiques, okay. Donc en mouvement, plus des exercices statiques qui vont permettre de venir travailler à un niveau psychique pour venir activer des compétences, des ressources, mais aussi venir activer ce qu'on va appeler la vivance tissulaire du corps. Donc on va venir se prendre contact. On peut venir prendre contact avec la peau, avec les muscles, les fascias, les os, les organes, jusqu'au plus petit, la cellule. Et puis, une fois que ce cœur de séance est terminé, il y a une pause silencieuse pour totaliser en fait cette séance, pour accueillir tous les phénomènes qui se sont déroulés pendant la séance. Pas forcément agréables, d'ailleurs. Parfois, c'est très remuant, une séance de sophrologie. Et paradoxalement, avec sa douceur. Oui, ça peut être très déstabilisant parce qu'en fait, on part à l'écoute du corps. Et le corps, on est dans la somatisation, donc, pour développer la somatisation positive. Et donc, on apprend à écouter ce qui se passe dans le corps, les sensations, les phénomènes. C'est une approche phénoménologique, la sophrologie, en fait. Donc, ça veut dire que cette approche de ressenti corporel, pour le coup, votre client vous l'a décrit, cette approche, son ressenti. Vous le décrit, le ressenti. Alors, pas pendant l'animation. Okay. À la fin de la séance, en fait, une fois qu'il y a ce retour en fait, au tonus musculaire et à l'état de vigilance normal, j'ai envie de dire, eh bien, il y a cette partie qu'on appelle la phénodescription. C'est des termes un petit peu spécifiques, il y a un jargon en sophrologie, où la personne va noter dans un carnet son vécu de séance. Donc, en fait, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a pu visualiser, si elle est en capacité de visualiser, les pensées qui l'ont traversée et comment elle se sent. Et ensuite, on invite en fait, notre client à évoquer ce qui s'est passé. Mais pas pour l'analyser, on s'en fiche, en fait. Juste pour l'amener à accueillir ce qu'il a vécu et pour peut-être l'amener à verbaliser des prises de conscience sur lui-même. Et c'est ça qui déclenche ensuite ? Ça peut. Ouais. Et ensuite, donc la personne rentre chez elle avec
Ces exercices. Ces exercices à faire. Mhm. Les mêmes exercices qu'elle a fait dans le... Oui, pendant la séance. moi souvent. Alors pas tout, parce que voilà, je vais choisir la plupart du temps un exercice dynamique qui est approprié à utiliser, en fait, à pratiquer tous les jours jusqu'à la prochaine séance. Quand vous dites qu'effectivement ça peut être remuant, Mhm. qu'est-ce qui peut être remuant? Alors qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qui ressurgit d'une séance au point d'être remuant? Ça peut être, par exemple, des personnes qui prennent conscience que jusqu'à présent, elles n'écoutaient jamais leur corps, ou un battement de cœur entendu pour la première fois, Incroyable ça. ou qu'est-ce que je pourrais citer sans trop citer? Oui, ou des douleurs en fait qui se manifestent pendant la séance. Et donc, Alors qu'il n'y a pas de douleur alors qu'elle commence très bien, consciente. ça se manifeste pendant la séance et puis ça fait prendre conscience que bah là en fait il faut que je ménage la monture en fait, il faut que je me ménage, j'ai besoin de repos. Et voilà, les clients le verbalisent par eux-mêmes. Donc c'est presque un mythe que de dire qu'une séance de sophro c'est doux et c'est gentil. Non, c'est presque un mythe. Ah bah, ça peut l'être, ça dépend comment on va l'animer en fait. Parce qu'effectivement, c'est là on rentre en profondeur, quoi, dans... Ouais. Ça permet de rendre conscient ce qui est inconscient. Un peu comme le mythe de la caverne de Platon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés en sophrologie. On va dans les 4 premiers degrés en accompagnement. Et chaque degré permet de dévoiler la conscience. Ensuite, l'hypno. Mm-hmm. Alors, l'hypnose, évidemment, on en a bien sûr beaucoup parlé. Est-ce que vous voyez un lien complémentaire entre la sophrologie et l'hypnose? Oui. Alors, ce sont 2 façons différentes de travailler. Clairement. On ne va pas du tout aller chercher les mêmes choses. On ne va pas du tout aller activer les mêmes choses. Avec l'hypnose, comme avec la PNL, on est dans la résolution de problèmes, clairement. Alors qu'en sophrologie, on est dans le déploiement des ressources et des capacités pour gagner en conscience de soi. C'est ça, c'est la prise de conscience. Ouais. La sophrologie, c'est la prise de conscience. Mais une fois qu'on a pris conscience, parce que c'est bien beau de prendre conscience, il faut régler le problème ensuite. Alors, le travail peut se faire assez naturellement parce qu'en même temps, on active les ressources, on active les capacités pour aller vers l'objectif qui est l'objectif de la personne. Elle arrive avec un objectif, en fait. Ou pas. Elle arrive avec un objectif. En tout cas, avec la partie visible de son iceberg, comme avec les autres approches, elle veut quelque chose ou elle ne veut plus quelque chose. Et puis, à partir de là, on va construire un accompagnement. Combien de fois dans les familles ou dans notre entourage, on entend, tu devrais te mettre un peu à la sophro, ça te ferait du bien. Ouais. On a souvent non mais c'est vrai, on entend souvent ce genre de réflexion. On va faire des séances de sophro, tu sais. Ça va détendre. Ça va te détendre. Mais c'est vrai, mais en fait, pas du tout. Bah, ouais, il y a une phase de détente. Mais ça peut faire bouger beaucoup plus que ça, en fait. Et souvent, les personnes qui abandonnent la sophrologie, c'est parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur et qu'elles ne sont pas prêtes à aller regarder ça. En fait, c'est plus facile d'être assis sur le canapé à ne rien faire. C'est sûr. C'est mais beaucoup plus... quelle que soit la pratique. Mais quelle que soit la pratique. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui viennent en hypnose pour chercher la baguette magique transformationnelle qui va tout régler en une séance. Mais ça, c'est le plus grand leurre de... Mais je crois que c'est pas d'ailleurs spécifique à ces 2 approches. C'est spécifique à tout. Oui. Les gens qui se disent « je vais faire une séance et puis ça va me changer la vie ». Mais c'est aussi le message qui est véhiculé par certains. C'est vrai. Et moi, quand on me dit je voudrais un rendez-vous parce que j'ai des multiples maladies et donc j'ai besoin de vous pour me guérir, je dis non. Je suis pas là pour guérir. D'ailleurs, je suis qui pour promettre et puis même, c'est en dehors, on n'a pas le droit de prononcer ces mots. Je suis pas professionnelle de santé et c'est pas du tout éthique, quoi. Et on ne se substitue pas à un avis médical. Pas du tout. Donc moi, j'explique que l'accompagnement que je peux vous proposer, c'est pour permettre de gagner en mieux-être, en meilleure relation avec soi. Mais alors la guérison, non. Si c'est ce qu'il veut,
ce sera pas avec moi. Les enfants? Ouais. Vous accompagnez aussi les enfants en sophro? Plus les ados. Les ados? Les petits, j'y vais pas. C'est peut-être un blocage perso, hein, mais C'est vrai? Ouais. C'est volontaire? c'est volontaire. Parce Ouais. que ça existe. Ah oui, la sophrologie et l'hypnose pour les petits, ça Ça existe. existe. C'est très rare que je prenne des petits. Parce que Je crois que ça me confronte à mon moi enfant. Ah, intéressant. Ah bah oui, Intéressant. bien sûr. Alors je regarde, évidemment. Que s'est-il passé? Vous êtes la 3e fille d'une fratrie. Mm. Voilà. Oui, vous êtes née d'ailleurs après le décès de votre sœur. Ouais. Donc vous devez évidemment avoir connaissance et comprendre ces histoires d'engrammage, de trauma inconscient et de choses comme ça. Ça fait pas très longtemps. C'est vrai, vous n'étiez pas très ouverte à ça avant? J'en avais pas conscience. Mm. C'était là, mais enfin voilà, j'ai toujours su en fait. Hein, le décès de ma sœur n'a jamais été un tabou dans la famille. Enfin voilà, j'ai grandi avec. Mais je me suis construite autour de ça, bien indépendamment de la démarche de mes parents d'ailleurs, parce que toute petite, j'étais persuadée que j'étais là à cause, grâce, je sais pas, au décès de ma sœur, et que si elle n'avait pas été là, je serais pas là. Ça veut dire que vous étiez là pour combler le manque Ouais. de vos parents. Mm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez écrit sur la fiche 3 filles, parce que vous incluez évidemment votre sœur qui est partie avant vous. Elle est née, elle a vécu, pas très longtemps, mais elle est née, elle a une existence. Mhm. Donc biologiquement, je suis la numéro 3. Physiquement, vous êtes la numéro 2. Ouais, mais même pour mes parents, je suis la numéro 3. Et c'est très bien comme ça. C'est très très bien, c'est parfait comme Mais ça. est-ce que vous avez dû régler cette problématique de légitimité Évidemment, que vous avez réglée je crois. par le biais des approches de sophro et autres? Ouais, c'est... Donc vous êtes l'exemple même de l'efficacité de l'approche. comme beaucoup de Thérapeute. je crois. Hein, enfin, en me formant, j'avais pas idée de là où j'allais quand j'ai commencé à me former, hein, très, très honnêtement, très sincèrement. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis allée à ma rencontre. Et du coup, c'est chouette. Et du coup, c'est plutôt chouette. Oui, non, c'est... alors, c'est pas que la pratique de ces disciplines qui m'a permis de me découvrir et d'aller à ma rencontre. C'est aussi ce que j'ai vécu en parallèle. qui est Bien, tout ce qui s'est passé pour moi depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est ça le déclencheur. 2018, c'est vous parlez de ce tournant décisif, il y a eu un accident, c'est ça? Ouais. J'ai fait une chute en initiation de conduite d'attelage par des huskies. Je voulais plus skier parce que j'avais peur de skier, j'avais peur de tomber. Et à l'époque, Faites les chiens de donc, traîneau. j'étais mariée, on avait une chienne, une husky, et j'avais trop envie de faire ce stage. Il faut savoir que moi, sur tout ce qui glisse, je suis vraiment pas à l'aise. Ça va pas le faire. Je suis vraiment pas à l'aise. Mais j'avais envie d'essayer. Je crois que c'était l'appel de la liberté, l'appel de plein de choses. Et on était 4. J'ai délibérément choisi de partir la dernière parce que je savais, je me connais, je sais ma rigidité hein, quand même. Donc je voulais ne pas gêner les autres. C'est pas je voulais aller à mon rythme, c'est je ne voulais pas gêner les autres. Donc je suis partie derrière. J'ai tout le temps été tournée vers les autres jusqu'à peu. Et les 3 autres tombaient régulièrement, mais moi je restais là, droite. Comme à piquet. Presque. Et en fait, alors oui et non, parce que
Le traîneau, c'est à peu près comme en moto, il faut se pencher dans les virages. Et le circuit durait 2 heures. Et au bout d'1 heure, j'ai pris conscience que dans les montées, je freinais les chiens. Donc vous voulez lâcher du lest. Et en fait, j'arrêtais pas. J'ai pris conscience aussi que j'arrêtais pas de me dire arrête de freiner, arrête de freiner. Détends-toi. J'étais en dialogue intérieur comme ça. Détends-toi, relâche-toi. Et donc, j'avais le corps, mais je serrais en fait les freins. J'avais le corps contracté, un truc de fou. Et en fait, dans une montée, ça a été... Moi, c'est bon, là, arrête de freiner. Ça fait 1 heure que t'es dessus, t'es la seule à pas être tombée. C'est bon, arrête, quoi. T'es en montée, t'es en train de freiner les chiens, c'est n'importe quoi. Et donc, il y a cette montée, il y a un virage que je gère, il y a la descente, et je pense que j'ai pris la décision de lâcher les freins au mauvais moment. Dans la descente. Ouais. Ce qui fait que les chiens, voilà, ils sont partis. Et en bas, il y avait un virage à 90 degrés. Sauf que la vitesse allant, moi, j'ai plus pensé à me pencher. Donc, en fait, les chiens ont tourné, le traîneau a tourné et moi, j'ai lâché. Je suis tombée comme un Playmobil dans la neige. Le musher est arrivé en m'applaudissant, en me disant « Odile, génial, bravo, pas besoin de refaire une deuxième prise. Elle est magnifique, on l'a !» C'est ça. Et en fait, voilà. Mais vous êtes blessée. Oui, mais je riais. Enfin, je me suis relevée toute seule, je riais. Enfin, c'était... Voilà, c'était un chouette... Enfin, voilà, C'est drôle. C'était drôle. C'était drôle. La douleur est une information, clairement. Et donc là, le musher vient vers moi, il me dit tu t'es relevé, donc c'est que ça va, t'es capable de remonter sur le traîneau et de reprendre. Je dis je sais pas, ouais, je crois. Et en fait, en faisant ça, j'ai senti dans le bras droit un truc, une douleur quand même. J'ai dit, je suis pas sûre, il doit y avoir quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais peut-être, je sais pas, j'ai peut-être l'épaule déboîtée, j'ai peut-être... C'est pas une douleur insurmontable? À ce moment-là, non. Non, mais pourtant, c'est une fracture. Ouais, mais ça, je l'ai su 2h30 plus tard, parce que j'ai voulu finir la balade. Finir la balade, ouais. Parce que quand on a eu fini la balade, il était midi. Et donc, c'était l'heure d'aller manger pour mes filles. Donc, en bonne maman, j'ai juste demandé à mon mari d'aller me chercher un Doliprane. Je me suis mise comme ça. Et en fait, quand j'essayais d'enlever ma main, je voyais bien qu'il ne fallait pas que je l'enlève. Donc, je me suis calée comme ça. Après le repas, il m'a déposée pas très loin du centre médical. Je l'ai renvoyé, en fait, gérer le chien... les filles, et puis moi je suis allée toute seule au centre médical à attendre. Je me suis assise gentiment sur une chaise et j'ai attendu mon tour. Donc radio, tout ça, et puis la doc qui était là, elle est revenue vers moi en me regardant, elle me dit « Ça fait combien de temps que vous êtes là ?» Je dis « Je sais pas, ça doit faire 1 heure à peu près. » Elle me dit « Venez, rentrez. » Elle me dit « Ça fait combien de temps que vous êtes tombée ?» Je dis « Il y a 3 heures à peu près, non, ça doit faire 3h30. » Elle me dit « Ah ouais, d'accord. » Elle me dit « Ça va ?» Je dis « Ouais, j'ai pris un Doliprane. » Et en fait, quand elle m'a annoncé que j'avais une fracture de la tête de l'humérus, triple, symbole Mercedes sur mon humérus, que je devais être opérée, là, j'ai fait un malaise vagal. Ah ouais. Et là, en fait, la douleur est arrivée. J'ai pris conscience. C'est ça. Vous avez pris conscience de cet accident et donc de cette fracture qui nécessite évidemment une opération, et là, c'est plus la même. Et là, c'est plus la même broche. Opération qui a été folklore aussi, parce qu'il y avait tempête de neige, pas d'ambulance. Enfin, j'étais opérée le lendemain, en fin de journée. Mais quand elle m'a annoncé que opération, j'en avais minimum pour 6 mois, dans ma tête, c'était yes, je fais pas la rentrée. La rentrée des classes. Ouais. Et donc, ça veut dire que ce déclencheur de l'accident, qui est une sorte de mal pour un bien, quelque part, aujourd'hui avec le recul, évidemment. Mais même à ce moment-là, en fait. Mais ça va bousculer beaucoup de choses dans votre vie, pour le coup. Tout. Jusqu'à votre vie privée, enfin tout, quoi. Tout. Vous remettez tout en question. J'ai tout remis en question. J'ai tout envoyé balader. Pour le coup, je suis sortie de la zone de confort inconfortable et de la sécurité aussi. C'est sûr. Mais c'était vital.
ce qui est fou, c'est que de se dire que s'il n'y a pas cet accident-là, vous auriez peut-être repris un train-train. Ouais, ça faisait quelques années que. Oui, voilà, sous-jacent, il y avait quand même. L'envie de faire autre chose professionnellement parlant, c'est né début des années 2010. Oui, mais de là à tout remettre en question dans votre vie. J'aurais pas parié sur ça. Voilà, sur la reconversion pro, c'était de plus en plus présent. Je cherchais à faire autre chose. J'avais organisé des échanges scolaires. Je travaillais au rectorat pour les mobilités européennes, etc. Ce qui me permettait d'être moins en cours. J'adorais mes élèves, hein, par contre, mais c'était la rigidité du système. Qu'on connaît. Mais voilà, je tenais pour des mauvaises raisons financières. Je tenais parce que ça plaisait pas à mon mari que je démissionne. Je tenais. Surtout quand on est effectivement en éducation nationale. Il y a, même si c'est compliqué, que c'est financièrement tellement décrié, il n'empêche que c'est une sécurité. Ah bah, c'est une sacrée sécurité. Hein. C'est sûr. Voilà, j'ai plus la même aujourd'hui. Hein. C'est sûr. Mais voilà, en fait, cet accident, ça a été une autorisation. Et une fois que l'accident est là, vous aviez déjà connaissance de l'hypnose et de la sophro ? Alors, sophro, oui, parce que j'en avais fait quand un peu quand j'étais enceinte. Okay. L'hypnose, non. Ça faisait pas partie de mon univers, pas du tout. J'étais plus partie pour une reconversion en diététique, c'est-à-dire j'étais en train de préparer un BTS diététique. Pour accompagner les femmes à être... finalement, c'est pas bien loin, à être dans une relation saine avec leur corps, avec elles-mêmes, en fait, dans l'acceptation. Mais on reste dans l'accompagnement, pour le coup. Ouais. Et j'ai découvert tout ce qui était hypnose, PNL, au fil de discussions avec mon kiné. Donc 2019, séparation. Ouais. 2020, démission. Entre les deux confinements, ma démission a été validée le 2 octobre 2020. J'ai commencé le 2 novembre, le premier jour du deuxième confinement. Et du coup, vous saviez que vous auriez votre cabinet de sophro et d'hypno ? Je l'avais, et puis je me suis dit, de toute façon, je gagne en compétences. Et je m'en sortirai toujours. Essayez d'expliquer, je pense qu'il y a des milliers de personnes, des milliers de femmes là, qui arrivent à une espèce de frontière décisionnaire dans leur vie, mais qui ne franchiront jamais cette frontière. Comment vous avez pu avoir ce courage-là ? Vous avez deux filles, hein, c'est ça ? Ouais. 2 filles, évidemment une situation avec le confort qu'on peut imaginer, enfin la sécurité en tout cas qu'on peut imaginer. J'avais la villa dans le sud avec piscine, 2 chiens. 2 filles. 2 filles. La photo idéale. Pour beaucoup, la photo idéale. C'est vrai. Ouais. Mais sous-jacent, ce mal-être. Ouais. Est-ce que quand on est dans cette situation-là, on ne cherche pas à comprendre quel est ce mal-être avant de prendre une décision comme ça ? Est-ce que c'est pas ça la logique dans le cursus, dans le processus ? Je ne sais pas s'il y a une logique. Oui, je ne sais pas s'il y a une logique, c'est vrai. Moi, pendant toutes ces années, j'étais persuadée que le problème, c'était moi. C'était moi qui faisais pas assez d'efforts, c'était moi qui comprenais rien. C'était moi qui était éternellement insatisfaite. C'était moi qui savais pas me satisfaire de cette vie soi-disant idéale que j'avais, quoi. Et qui était une vie idéale pour beaucoup, qui pourrait l'être. Pour plein de monde, hein, pour certaines personnes de mon entourage aussi. Hein. Évidemment. Mais ça l'était pas parce que quand la porte est fermée, on sait pas toujours ce qui se passe non plus. Et pendant 40 ans, je peux le dire, je ne parlais pas. Je ne disais rien. C'est-à-dire que vos émotions n'étaient pas accueillies. Parce que vous ne les transmettiez pas. Je les transmettais pas. Ou quand je les transmettais, à mon ex-mari en l'occurrence, c'était pas accueilli. Donc en fait, j'ai appris à me taire. Alors c'était un peu le modèle familial aussi. Hein. En fait, il fallait pas faire d'histoire.
Fallait pas faire de problème, fallait pas faire d'histoire pour ne pas prendre le risque de perdre. Forcément, il y avait eu assez de pertes comme ça dans la famille. Donc vous êtes construite avec ce modèle-là. Ouais. Mais bien involontairement et bien inconsciemment. Bien sûr, bien sûr. Soyons clairs Oui, là-dessus. Oui, non, il n'y a pas de reproche à faire à qui que ce soit, ni de jugement à avoir à qui que ce soit, on est bien d'accord. C'est je me suis construite comme ça. Mais vous aviez conscience de ça ? Non. Non, pas du tout, du tout. Non, pas du tout. Alors, j'avais conscience de certains phénomènes, en fait, du schéma familial, que comme il y avait eu des coupures de liens avec certaines personnes, que ce soit mon père avec son frère ou sa sœur, ma mère aussi avec des membres de sa famille. Donc, c'était important d'essayer de maintenir le lien. Et en même temps, quand les choses se disaient, ça coupait le lien. Et j'ai grandi en observant, en fait. En observant ce qui se passait autour de moi. Et je me suis adaptée. Je crois que je suis experte en caméléon. J'ai peut-être été un caméléon dans une vie antérieure. Je me suis adaptée. J'ai une capacité d'adaptabilité phénoménale. Et donc ça, c'est top dans le boulot. Dans la vie perso, un petit peu moins quand même. Mais il y a peut-être une différence entre s'adapter et presque une attitude de soumission, quoi. C'est-à-dire que... Faut enlever le presque. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'en avais pas conscience parce que, en fait, à l'intérieur de moi... Vous n'existez pas, vous n'existiez pas, quoi. Non, je m'autorisais pas à exister. Ouais, ça. Ce qui est paradoxal, c'est que je me suis toujours sentie très indépendante, très autonome, très, très en colère. Mais c'est pareil, j'ai compris tard que c'était de la colère parce que c'était caché sous la tristesse. Enfin, les femmes, elles n'ont pas le droit d'être en colère. C'est pas... Les hommes, ils n'ont pas le droit d'être tristes. Dans votre éducation. Ouais, et en même temps, on m'a jamais dit... j'ai jamais eu l'interdit. Je sais pas, c'était là dans l'inconscient collectif familial. Il y a une phrase quand même qui est forte dans ce que vous avez dit, c'est que vous dites « je ne m'autorisais pas à exister ». Ah oui. Et il y a quand même... Moi, je vois, encore une fois, je ne suis pas psychologue, ni psy, ni quoi que ce soit, mais je me dis quand même que le rapport que vous avez eu par rapport à votre sœur, et que vous dites maintenant « je ne m'autorisais pas à exister », il y a un lien. Ah, mais carrément. Bien sûr qu'il y a un lien. Je pense. Ah oui, mais... J'en déduis peut-être un peu rapidement, mais j'ai le sentiment qu'il y a ça quand même. Je le valide. Bien sûr qu'il y a un lien. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que vous êtes 3 sœurs, mais vous êtes la seconde physiquement. Et donc, du coup, vous vous êtes posé toute votre vie la question de savoir si vous êtes arrivé dans ce monde pour combler un manque ou si c'était véritablement un enfant désiré. J'ai été désirée. Voilà, mes parents ne faisaient rien pour ne pas avoir d'enfant. J'ai été désirée. Je ne sais plus quel âge j'avais quand j'en ai parlé de ça à mes parents. Et c'est sorti tout seul. Je ne sais plus si c'est papa ou maman. Je pense que c'est maman qui a dit ça. Et pareil, c'est sorti naturellement. Elle me dit « Non, mais tu sais bien que de toute façon, on voulait un 3e enfant. Même si Cécile avait vécu, on aurait fait un 3e enfant pour essayer d'avoir un garçon. » Alors, non seulement vous posez la question de la légitimité de votre place dans la fratrie, mais en plus de ça, on vient rajouter le fait qu'ils auraient peut-être aimé avoir un garçon. Dans tous les cas, alors quand je suis née, le sexe avait aucune importance. C'était juste que je sois en bonne santé, que tout aille évidemment, bien. Voilà, c'était même pas un sujet. Mais évidemment. C'était même pas un sujet. Évidemment. Mais si tout s'était bien passé, dans tous les cas, il y aurait eu, voilà. Ouais, c'est vrai que je me suis construite comme ça, quoi. Et en gros, j'étais redevable de mon existence à ma sœur. Waouh. Et alors ça. Quand on a l'habitude, évidemment, d'évoquer ces sujets sur ABC, du transgénérationnel, il y a du lourd. On est bien là. Ah, on est très très bien. Ah ouais, on est bien. Ouais. Et ce sentiment de redevabilité, je ne sais pas si ça existe, mais en fait, je l'ai transposé dans plein de domaines de ma vie. C'est assez hallucinant, en fait. En fait, il y avait un schéma répétitif, quoi. C'est-à-dire que vous avez
ce questionnement de légitimité dans la fratrie, vous l'avez déplacé avec vos enfants, avec votre ex-mari, avec votre métier, enfin avec tout, quoi. Avec tout. Et je pensais que vous m'auriez dit, c'est la sophro et l'hypno qui m'ont sauvé la vie, mais non. En fait, ça a été concomitant, c'est-à-dire que je me suis formée à ces techniques. Alors j'ai eu une grande résistance, quand même. Bah oui, c'est-à-dire que c'est bien ancré dans votre conscient. C'est bien ancré et j'ai quand même une personnalité. Quand je décris mon accident, quand je dis que j'étais rigide dans mon corps, j'étais en train de freiner, un besoin de contrôler, mais phénoménal. C'est pareil, j'en avais pas conscience. Ça, je peux poser ces mots aujourd'hui, après avoir fait ce travail sur moi-même. Ce cheminement. Mais c'est en me formant, parfois, quand on était en travail en binôme, la personne avec laquelle je travaillais en binôme, elle ne m'écoutait pas. Je verrouillais tout, en fait. Je sais qu'on peut verrouiller. Voilà. Mais comme un instinct de survie, quelque part. Ouais. Ça veut donc dire aussi, peut-être, encore une fois, là, j'extrapole peut-être, c'est que vous ne deviez pas être très, très démonstrative. Non. Dans vos sentiments. Je pense que le masque, je le portais bien. Non, j'ai été spécialiste pour la question de la boulangère. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va super. J'ai appris à sourire. On ne montre pas ses émotions. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai appris à sourire. Alors qu'intérieurement, c'est pas ça. Je me mentais surtout. Est-ce que vous avez eu peur de répercuter ça sur vos filles ? Quand j'ai commencé à en prendre conscience, oui. Alors, il y a des choses que je sais que j'ai mises en place quand elles étaient petites pour éviter qu'elles aient peur de dire. Parce que moi, j'avais peur de dire. Si je faisais quelque chose, j'avais peur de dire. Donc, en fait, c'était plus ça, en fait, dont j'avais conscience de ma difficulté à dire les choses. Donc, j'ai beaucoup fait attention à ça, à leur donner le cadre de sécurité pour qu'elles puissent exprimer, en fait, ce qu'elles avaient fait. Ce qu'elles avaient sur le cœur. Ce qu'elles avaient sur le cœur, mais même si elles faisaient, entre guillemets, une bêtise, qu'elles se sentent libres de le dire. De le dire. Et comment est-ce que vous avez instauré ça ? Parce que ça peut être intéressant de voir comment vous avez fait. Ça s'est fait naturellement, en fait. Est-ce que vous partez du postulat de dire je ne veux pas reproduire les choses, donc ce que je n'ai pas pu dire moi, je veux donner l'opportunité à mes filles de le dire ouvertement, sans jugement ? Ouais, mais je pense que c'était pas aussi conscient que ça. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, je me rappelle, c'est ma fille aînée, Manon, elle devait être en 6e, en cours de sport. Donc on lui avait acheté une montre, les petites montres de l'époque, quoi. Et en fait, en cours de sport, elle a enlevé sa montre et elle s'est fait voler la montre dans les vestiaires. Elle me l'a dit très vite. Elle n'était pas super à l'aise. Je lui ai dit, écoute, ma puce, c'est pas de ta faute. Tu y es pour rien, en fait. C'est quelqu'un, en fait, qui a surveillé, qui est allé chercher ta montre délibérément. C'est un vol. Je veux dire, t'avais pas dit « Eh oh, je pose ma montre là, venez vous servir ». Et en fait, elle était terrorisée à l'idée de le dire à son père. Donc là, je l'ai accompagnée pour que ce soit elle qui le verbalise. Je voulais pas me substituer à elle. Ça, c'est un conseil que vous donnez ? Ouais. Parce que, en fait, aujourd'hui, c'est ce que je dis aussi à mes clients et aux stagiaires aussi que j'accompagne. On ne doit avoir autorité sur personne. Et moi, à ce moment-là, je voulais que ma fille sache qu'elle était capable de dire les choses et qu'elle était en sécurité pour le dire. Et si je l'avais dit à sa place, je me mettais au-dessus d'elle. Alors, j'avais pas conscience de ça,
vraiment pas. Mais c'est là, aujourd'hui, avec cette expertise sur le fonctionnement humain, sur tout ce qui se passe, que je peux le dire comme ça. Si je l'avais dit à sa place, eh ben, elle faisait pas l'effort, donc elle apprenait pas qu'elle était capable de dire les choses et que tout aille bien. Elle apprenait pas un tas de trucs. Et moi, je jouais maman poule qui couve, mais qui empêche aussi son enfant de se déployer, quoi. En revanche, la phrase que vous venez de dire, qui est on n'a pas à avoir autorité sur quelqu'un, d'une maman à sa fille, elle peut interpeller cette phrase. Ouais. Sur certains côtés, vous devez avoir autorité sur votre fille. Oui. Mais c'est toute la finesse et la nuance. La subtilité la du subtilité, truc. voilà, du truc, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut accompagner, pas accompagner? Est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut faire preuve d'autorité? Est-ce que, justement, il faut être intransigeant sur certaines choses et beaucoup plus souple sur d'autres? C'est ça qui est toujours très délicat. De toute façon, en tant que parent, on apprend tous les jours. Oui, bien sûr. Des erreurs, on en fait. Dit-il, lui qui se fait mener par le bout du nez en 2 secondes et demie, il suffit qu'on me regarde, c'est fini. Hop, ils sont forts pour ça. Tout à fait. Alors j'ai eu du mal à créer le cadre, à me positionner. C'était difficile pour moi, très, 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 très difficile. Mais j'ai réussi à le faire tardivement, en fait. Mais en tout cas, est-ce que avec la sophrologie telle que vous la concevez et l'accompagnement que vous préconisez, on peut aller travailler des sujets comme celui-ci? Ouais, sa capacité à prendre sa place, carrément. La cliente dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on a travaillé en fait. Puis alors ça, c'est une résonance pour vous qui est... Ah, mais c'est tellement puissant. Bon, bah oui, là, on est au cœur du système. Ah bah oui, là, on est... C'est clairement ce que je préfère accompagner. En fait. Évidemment. Ouais. Parce que là, pour le coup, vous je suis experte. Vous êtes mieux placée que personne pour le savoir, quoi. Je suis experte en je sais pas qui je suis et Et en même temps, j'ai toujours eu ce truc où je voulais qu'on me voie, mais pas trop. C'est-à-dire, coucou, regardez-moi, je suis là. Mais en même temps, c'est comme si c'était dangereux si on me voyait. Enfin, ouais. Mais vous êtes quand même l'exemple type spécifique de ce dont on parle là. C'est la résonance qu'il peut y avoir sur une éducation, une approche, des non-dits, le résultat de ces non-dits et de cette approche-là. Enfin, je veux dire, il est en chair et en os là devant nous, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui. Il était. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais là, alors évidemment, encore une fois, sans jugement de quoi que ce soit par rapport à ce que vos parents vous ont inculqué ou la manière dont ils ont, et surtout quand il y a des traumas comme ça dans les familles qui sont si difficiles. Mais moi, j'ai rien à leur reprocher. Évidemment. Évidemment. Franchement, voilà, j'ai pas une enfance malheureuse, vraiment pas. Je pense que ce qui est dommage pour eux, c'est qu'à cette époque-là, on allait voir un psy parce qu'on était fous. Ils n'avaient pas les codes, bien sûr. Mais c'est tout, ça fait partie de la génération, et donc moi, je me suis construite comme ça, et depuis que j'ai commencé à me former, maman, elle a fait des séances d'hypnose, elle a fait du décodage biologique, de la sophrologie. Et c'est chouette, en fait. Taquet, ça y est, c'est bon. Ouais. Et c'est chouette, je suis ravie pour elle. Et je me suis construite comme ça, en fait. Est-ce que justement, vos filles, du coup, vous voyez un changement de comportement sur le fait d'oser dire des choses, d'oser s'affirmer, d'oser prendre sa place? Oui. On va dire que elles ont leurs blessures, à elles aussi, bien évidemment, parce que de toute façon, je crois qu'on ne peut pas l'éviter. Bien sûr. Mais j'aurais aimé avoir leur conscience au même âge. Quel âge elles ont maintenant? 18 et 21. Elles sont grandes maintenant. Ah oui, c'est vrai que vous les avez eues jeunes à 25 ans, je crois. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et 23 ans, non, 25 ans et 3 ans après, 25 et 28 ans. Et 28. Ouais. Et en fait, j'aurais tellement aimé avoir leur maturité. Enfin, les deux m'ont dit des phrases chocs qui sont encore là. Manon, mon aînée, c'est souvent l'exemple que je donne. Elle avait 14 ans, j'étais encore à la maison, donc...
Elle me dit, et je me vois dans la pièce, je sais exactement où j'étais, je sais exactement où elle était, enfin, je suis imprégnée. Elle me dit, maman, j'ai 14 ans. Oui. Dans 4 ans, j'ai 18 ans. Jusque-là, tout est OK. Elle me dit, je vais avoir mon bac. Oui. Elle me dit, tu sais que je vais partir de la maison. Je dis, oui, je le sais. Elle me dit, je vais quand même pas être la première à partir de la maison. Et une bonne gifle en pleine tête. Voilà. Elle a été capable de phrases comme ça. Et Noémie, ma deuxième, c'était pendant le confinement. Comme on avait un chien, on pouvait sortir. C'était chouette. C'est vrai qu'on avait l'autorisation du chien. On avait l'autorisation. Et donc, je lui posais des questions sur ses difficultés relationnelles avec ses amis. Elle était au collège en 5e. Tiens donc. Oh, comme c'est étrange. Comme c'est bizarre. Et je lui dis, mais en fait, je crois que je lui ai demandé si elle arrivait à se confier à elle, parce que voilà, ça faisait 1 an que j'étais séparée de son père, on était en plein divorce, ça se passait quand même pas super bien. Ma fille aînée avait décidé de couper avec son père, enfin, c'était lourd, quoi. Et donc je lui dis, mais tu parles un petit peu de comment tu te sens, de ce que tu ressens, enfin voilà. Elle me dit non. Je dis, mais pourquoi tu leur parles pas, tu leur fais pas confiance? Là, elle me regarde. Deuxième claque. Elle me dit, comment tu veux que je leur fasse confiance? J'ai pas confiance en moi. Ah ouais. Elle avait 13 ans. Bon, on a un petit travail à faire. Mais en fait... Et donc, elles ont fait un peu de sophro et tout ça ou pas? Non. Elles ont fait un peu d'hypnose, de PNL. Ma deuxième a fait de l'équithérapie, parce qu'elle parlait, c'est pas son truc. Ok. C'est puissant, ça aussi, l'équithérapie. Hein. Ouais. C'est beau. Voilà. Donc, et c'est sur demande. Voilà, je reste maman. Bien sûr. Ouais. Et un peu poule. Un peu. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, comment elles vont aujourd'hui? Ça va? Ça va. Ouais. Bon, elles sont grandes, ça y est. Ouais, c'est d'autres choses. Elles veulent faire la même chose que vous, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est en général, non, moi je veux pas. Non. Ouais, quoique ma deuxième, elle pourrait, hein, mais elle a l'empathie pour, etc. Mais elles feront bien, elles suivent leur voie. Mon Dieu. Voilà, si dans 10 ans elles veulent faire autre chose, elles feront autre chose. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir ces parcours de vie-là. Et encore une fois, vous êtes vraiment l'exemple type des cas d'école qu'on évoque régulièrement. Non, mais c'est vrai qu'on évoque régulièrement en se disant, mais oui, mais est-ce que c'est toujours intelligent de faire comme ça, de réagir comme ça? Et nos parents, et nanana. Boum. Alors, pour le coup, vous êtes... Le stéréotype. Ah ouais, complet. Alors aujourd'hui, ça vous amuse parce qu'évidemment, vous avez sans doute réglé ce problème. Oui, ça y est. Je l'ai énormément travaillé, en fait. Je l'ai énormément bossé. Mais c'est la relation qui me l'a fait travailler. Évidemment. Parce que de toute façon, on ne peut grandir que dans la relation. Bravo. Joli cheminement. Vous avez toujours les chiens? Je me suis séparée de mon chien. J'ai fait ce choix-là parce que je me suis rendu compte que c'était ma dernière prison. Alors je l'adore. Hein. C'est mon chien, ce sera mon chien à vie. Mais vous avez fait, quand vous dites vous faites le ménage, quoi. Ouais. Je suis bélier, c'est peut-être ça. Ah, c'est peut-être un truc. Disons que je me sentais pas libre. Et alors, il y avait plusieurs choses. Que mon rythme de vie... C'était pas compatible. Et puis, je vis en appart avec un husky. Donc, en fait, je me levais tôt le matin, le soir, sorti. Il avait sa pet-sitter, etc. Mais que ce soit lui comme moi, on avait aussi des difficultés relationnelles. Et des grands besoins de liberté. Et ensemble, on ne pouvait pas. Donc c'est assez récent, hein. Ça s'est fait 6 mois. Enfin, même pas 6 mois. J'ai pris la décision il y a 6 mois.
Et ça s'est fait fin juin. Mais par contre, ça a été trouver la personne idéale pour lui. Mais c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et il vit sa meilleure vie. Ben, j'imagine. J'ai des nouvelles. Il vit sa meilleure vie. Intelligemment. Il se balade. Enfin, il est super heureux. Et j'en suis ravie. Odile Rabier, relation d'aide. Je comprends mieux maintenant pourquoi ce titre-là vous correspond mieux que si on me disait hypno ou sophro, on se dit bon allez, une pratique de plus, etc. Mais c'est bien plus profond que ça dans votre accompagnement et l'aide que vous pouvez offrir à ceux et celles qui en ont besoin. Mais je pense que vous êtes une championne du monde du... j'ai trouvé ma place, quoi. Ouais, à toutes les personnes qui veulent reprendre la place, je suis là. C'est ça. Ouais, merci beaucoup, Odile. Merci. Merci aussi. Merci infiniment. Saluez Manon et... Noémie. Voilà, ça c'est fait. Salut les filles. Et ne vous plaignez jamais d'avoir une maman poule. Parce que ça, c'est quand même... c'est un cadeau, ça. Même si c'est un peu relou parfois. Bon, merci infiniment, Odile. Rentrez bien. On met le site internet autour de cette vidéo, évidemment, pour que vous puissiez rentrer en contact avec Odile. On peut... alors là, il n'y a rien qui se fait à distance, pour le coup. Si. Si, quand même. Tout. Même la sophro? Même la sophro. Ah, ok. Même les mouvements, même la sophro en même les mouvement? mouvements. Okay. Je suis intervenante pour un centre de formation en sophrologie. Et on travaille en visio? En visio synchrone. Ok. Donc, oui. Donc c'est jouable? Tout est jouable. Bah, allez, parfait. Le tout, c'est de le vouloir. C'est ça, et d'oser. Oui. Bon. Merci infiniment. Merci Prenez soin aussi. de vous, commentez avec bienveillance et dites-nous surtout ce que vous pensez de cette approche. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous, merci.